Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des dernières lectures que j'ai pu faire. Alors attention, on remonte je crois à décembre, mais j'ai tellement peu lu en fait en décembre et en janvier aussi que ça s'est pas trop accumulé et en fait je crois que je me souvenais plus vraiment que j'avais pas parlé de ces livres. Donc voilà, je vais faire ce que je peux. Il y a des livres qui remontent à début décembre, j'espère m'en souvenir. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inceptio. Alors celui-ci je m'en souviens très bien parce que je l'ai beaucoup apprécié. En effet, je l'ai lu en décembre. Déjà ça a été un pur régal de retrouver la plume de Camille Salomon dans autre chose qu'un roman jeunesse. J'avais adoré son roman Maman n'est pas une étoile aux éditions Scrinéo, vraiment ça a été mon coup de cœur de l'année chez Scrinéo. Et là du coup quand j'ai vu que elle sortait un roman on va dire fantastique, je dirais dans le fantastique fantasy, en tout cas dans l'imaginaire, à Paris en 1900, mais laissez tomber, 1900 c'est quoi? C'est l'exposition universelle. On est dans un monde où les surnaturels évoluent avec les humains, les surnaturels sont divisés en deux groupes, les féeriques, les maléfiques. Est-ce que je dois vraiment vous expliquer? Les féeriques ont le droit d'évoluer le jour, ils sont dans le divertissement, ils sont globalement bénéfiques. Les maléfiques eux vont faire tous les travaux ingrats de la nuit. Enfin on va globalement les cacher un peu, en plus ils sont dangereux donc on va essayer de les contrôler au mieux. On suit Octave qui est à la Sûreté Générale, il est auxiliaire à la Sûreté Générale, c'est un peu la police de Paris à ce moment-là. Souvenez-vous, on est en 1900 à l'exposition universelle. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'on va avoir un décor assez steampunk, vraiment plutôt uniquement sur le décor je dirais. Sur le steampunk souvent il y a d'autres critères, mais là vraiment un décor steampunk avec vous voyez des dirigeables, des choses comme ça, et ça va super bien je trouve le steampunk avec la période de l'exposition universelle, je trouve ça vraiment top. Et du coup revenons à cet Octave qui est auxiliaire à la Sûreté Générale. Il va se retrouver face à des crimes sans précédent. En fait il va se retrouver face à un corps totalement ouvert, comment on peut dire ça? C'était horrible. Le prologue, je crois que c'est le prologue est sanglant, il est vraiment sanglant. Clairement on se retrouve face à un corps qui ne ressemble plus vraiment à un être humain, qui est un peu vidé avec du sang partout, bref ça fait un peu désordre à Paris. Il y a l'exposition universelle qui va commencer, il faut que Paris soit calme, il faut que Paris soit sûr pour que ça attire tout le monde, et là c'est pas le cas. Donc en fait le but d'Octave ça va être de découvrir un petit peu qui est derrière tout ça. Il va y avoir d'autres choses, d'autres meurtres, d'autres façons de faire, et puis on va surtout avoir différents points de vue dans ce roman, ce qui fait que je vous avoue qu'Octave pour moi était un peu insipide, un peu sans intérêt par rapport aux autres personnages absolument géniaux qu'on nous développe dans ce roman. On va avoir droit à d'autres créatures bien particulières, et je vous avoue que j'ai vraiment préféré les suivre, un petit peu ce gang des méchants là, voir un petit peu ce qui se trame, parce qu'ils étaient tellement... C'est pas mieux développé parce que Octave on commence à le connaître un petit peu, mais ils avaient tellement plus de saveur, ils étaient plus hauts en couleur, ils avaient de vrais objectifs, un vrai dessin, et Octave j'ai trouvé que c'était un petit peu celui qui se faisait balader, qui suivait. En fait c'est ça le mot, il suit. Il a au début un certain instinct, il va commencer son enquête machin, il va chercher, et il y a un moment donné où il y a une cassure dans ce personnage et il se met à suivre. Il se met à suivre des personnages qui sont plus charismatiques que lui, qui sont plus attirants que lui et qui sont plus développés que lui. Du coup j'ai préféré les autres personnages à Octave. Mais c'est loin d'être grave, en fait ça n'a rien changé à mon ressenti de l'histoire, parce qu'encore une fois on a différents points de vue et du coup c'est pas grave s'il y en a un qui me plaisait moins que les autres. J'avais justement envie de passer sa partie là pour revenir avec les autres et voir un petit peu ce qu'il en était. Au niveau de l'intrigue on sait très rapidement qui est à l'origine de tout ça, on voit un petit peu vers quoi ils veulent aller mais pas plus que ça. C'est vrai que ça commence à se développer sur la fin, il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal d'institutions en cause et tout, enfin on visite pas mal de lieux différents, on voit aussi plusieurs espèces surnaturelles. Pour le coup c'était vraiment bien fait, c'était assez riche comme univers, je pense qu'on pourrait faire pas mal d'autres choses dans cet univers en fait, et bref une histoire qui m'a vraiment plu, que j'ai beaucoup apprécié, une plume qui m'a porté du début à la fin, un personnage principal qui m'a un peu moins séduite, mais globalement j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite j'ai commencé à amorcer mon passage de Halloween à Noël avec
Par le fer et le feu de Ronsdor, c'est un roman auto-édité. Ronsdor, je l'avais découverte à Virtualib, je crois, je sais plus quelle édition, je vous avoue, et puis j'avais vu la couverture et je m'étais dit tiens, ça a l'air vachement bien. Au niveau du synopsis, en fait, on se retrouve au cœur du Moyen-Âge. En fait, ce roman, on va dire que c'est une romance de fantasy médiévale, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si je dis que je suis passée de Halloween à Noël avec ce roman, c'est parce que pour moi à Noël il y a pas mal de romances de Noël et tout ça, donc voilà, j'ai pris une romance de fantasy parce que ça se passe entre une succube et un humain, et médiévale, donc voilà, on est vraiment dans l'amorce entre fantasy, on suit une succube avec pas mal de combats, de meurtres, de violences là-dedans, plutôt Halloween, mais c'est quand même une romance, du coup on commençait à aller vers Noël. Dans cette histoire on suit Iluth. Iluth est une succube à qui Lilith, donc le démon suprême, hein, la succube supérieure on va dire, je sais plus comment il l'appelle dedans, mais en gros sa chef un peu, va lui lancer un défi. Il va falloir qu'elle fasse tout pour séduire tel humain, cet humain là, voilà, précis. Et du coup elle va descendre sur Terre sous une forme imposée par Lilith que je vous laisse découvrir parce que clairement ça fait partie du charme du roman, vraiment. Elle ne descend pas en tant qu'humaine. Et ça, enfin en tant qu'humaine, vous voyez ce que je veux dire, une succube se déguise toujours sous une enveloppe charnelle et elle n'a pas la forme humaine, et je trouve ça dingue d'arriver à faire une romance entre un humain et une succube en sachant que la succube n'a pas forme humaine, c'est dingue. Et en plus, sincèrement, vu la forme choisie, on pouvait pas trouver mieux. Bon, elle lui a quand même donné des chances parce que Alban, lui, il repousse toute forme féminine, c'est-à-dire qu'on apprend rapidement que dans son enfance, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il repousse toutes les femmes autour de lui. Il a peur qu'elles abritent le démon, qu'elles abritent une succube, c'est ce qui lui a valu les plus grands malheurs dans son enfance, et du coup il est extrêmement misogyne. Sauf que là, avec la forme adoptée par Iluth, ben il va se laisser approcher parce que voilà, il faut que vous découvriez cette forme parce que vraiment, je peux pas vous le dire, ça serait vous spoiler. Moi quand je l'ai vu, j'ai fait ah! D'accord, ok, enfin voilà. Donc on est dans cette histoire où Alban refuse toute présence féminine, il tue toute femme qui l'approche, hein, voilà, c'est aussi simple que ça. On est au Moyen-Âge, hein, enfin en tout cas dans un sorte de Moyen-Âge fantasy, et on a cette Iluth qui a pour mission de le séduire. Donc forcément il y a une romance là-dessous, forcément il va y avoir des quiproquos, il y a aussi des moments où vous allez vous dire oh mon dieu il a presque compris ce qui se passait, oh mon dieu est-ce qu'il a compris, oh mon dieu est-ce qu'il a vu, voilà, il y a plein de choses comme ça se passe à la fois dans la réalité et dans les rêves parce que les succubes peuvent rentrer dans les rêves des humains. Il y a plein de choses comme ça en sachant qu'il y a plein de combats parce que Alban c'est un genre de, je sais plus, un chasseur de primes ou quelque chose comme ça, enfin il tue pour de l'argent et il y a plein de combats comme ça et puis c'est un petit peu un mec marginal etc. Donc forcément il y a toute une épopée là-dessous. Ils vont pas mal aussi changer de lieu, changer d'endroit et c'était chouette. Ce voyage était vraiment sympa, cette quête était super et j'ai adoré suivre Iluth, vraiment, en sachant que on change rapidement aussi de point de vue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un truc, ah oui j'avais collé un truc pour une citation. On change aussi plusieurs fois de point de vue parce qu'on va à la fois suivre Iluth et Alban mais aussi les succubes qui regardent un petit peu ce qui se passe pour Iluth et qui sont parfois pas tout à fait satisfaites, et donc voilà on va suivre un petit peu tout ce monde là et c'était super chouette. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'était extrêmement addictif j'ai trouvé. Maintenant faut faire attention, il y a des scènes de violence, il y a des scènes de sexe j'imagine, oui il y a des scènes de sexe, voilà j'étais en train de me remémorer, oui tout à fait il y en a, c'est un peu détaillé, ce sont des succubes donc voilà il faut pas s'attendre à un roman pour les plus jeunes, on est dans un roman de fantasy noire pour adultes, voilà c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup apprécié et je vous le recommande chaudement. D'ailleurs pour un auto-édité j'ai trouvé que la qualité était là, je me souviens pas avoir vu plus de fautes que ça, je peux pas vous dire s'il y en avait pas du tout ou s'il y en avait deux parce que je m'en souviens plus, et si je ne m'en souviens plus c'est que ça ne m'a pas choqué. Donc soit il y en avait aucune du tout, soit il y en avait une ou deux, soit je les ai même pas vues en fait. Donc voilà, et au niveau de l'objet livre je le trouve vraiment chouette quand on sait que finalement pour les auto-édités ils font globalement soit tout seul soit ils délèguent, mais vous voyez ce que je veux dire, et enfin
La couverture est magnifique, la qualité du texte est là, la plume m'a vraiment plu, j'étais vraiment très satisfaite par cet ouvrage auto-édité. Ensuite, là on était pleinement dans la période de Noël, je me suis dit, t'as acheté 15 000 romances de Noël, peut-être qu'il serait temps d'en sortir une de ta palle, quand même. À un moment donné, faut arrêter. J'en ai acheté vraiment plusieurs, hein. En plus avec l'an dernier, j'avais pas tout lu. J'en ai lu une cette année, voilà. J'espère qu'en 2021, j'aurai pas pour idée d'en racheter. Je sais que je vais en racheter au moins 2 parce que j'en achète toujours. Faut arrêter, j'achète toujours des livres, mais j'aimerais bien finir ceux déjà, enfin j'aimerais bien lire déjà celles que j'ai achetées en fait, tout simplement. Du coup là j'ai lu Meilleurs vœux Eva au diable d'Emily Parizeau aux éditions Hugo dans leur collection Hugo Poche. Alors là il me semble que je l'ai lu juste après Noël pour continuer un peu les fêtes de Noël. Il me semble que je l'ai lu même jusqu'à début janvier en fait. Dans cette histoire on suit Colline qui gère un magasin de décoration dans la ville de Bordeaux je crois. Il me semble que ça se passe à Bordeaux. Je crois. Sa boutique s'appelle Chez Marcel en hommage à sa grand-mère et elle va voir arriver dans sa boutique un homme absolument magnifique qui lui correspond en tout point, il y a une alchimie directe, enfin voilà, elle est super hypée de fou. Ah oui, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais là-dedans pour ceux qui aiment les haters to lovers et les slow burn, clairement on est là-dedans. Hein. Là on est dans un coup de foudre immédiat dans le sens où, alors je déteste les mots coup de foudre, hein, vous le savez, je ne vois pas, enfin j'estime que l'amour c'est bien plus que ça, c'est bien plus que je l'ai aimé au premier regard machin, ça c'est un shoot d'ocytocine, on s'en fout, je vous le dis à chaque fois. Ce qui est vraiment important c'est ce qui se passe après dans cette bascule où il n'y a plus d'ocytocine et vous restez quand même attaché à la personne et ça c'est le plus important pour moi. Mais bref, peu importe, on va pas faire un cours de biologie ici, mais bref, elle le voit, shoot d'ocytocine, grosse attirance, cet homme est magnifique, voilà, elle le prendrait bien sur son comptoir, hein. Clairement c'est un petit peu ce qui est dit. L'attirance est directe. Cet homme elle le revoit pas tout de suite et puis elle va le revoir lors de l'inauguration de la boutique d'en face qui a été rachetée parce qu'en fait il a racheté la boutique d'en face pour en faire, oui, une boutique de déco concurrente. Bah oui, alors pour lui il n'y a pas de souci, hein. Non mais pourquoi elle s'excite celle-là, je fais une boutique de décoration radicalement différente. C'est vrai que c'est pas la même ambiance, c'est vraiment pas la même façon de travailler, mais elle va voir rouge tout de suite. Attendez, une boutique de déco qui ouvre en face de la sienne alors qu'elle a déjà, c'est pas qu'elle a pas de succès, mais vous voyez, enfin c'est compliqué au niveau commercial ce genre de choses. Elle va avoir rouge direct, elle va péter un plomb, Colline, et du coup ils vont se faire les pires vacheries. Donc on va être dans du haters to lovers clairement. Je n'ai pas du tout aimé le personnage principal Colline, je l'ai trouvé insupportable. Elle a aucune remise en question, elle va faire vraiment de sacrées vacheries à ce gars qui va lui en faire quelques-unes, mais franchement en comparaison ça n'a rien à voir. Et elle va se faire plein d'idées, elle va interpréter plein de choses évidemment hein, pour le bien de l'histoire, mais j'ai pas aimé ce qu'elle faisait. Elle était en mode oh c'est bon ça va, c'est pas grand chose, alors que t'es sérieuse? Il y a des choses qui sont hors la loi en plus dans ce qu'elle a fait, enfin aucune remise en question. Elle est rapidement jalouse, très possessive aussi je dirais. Elle a très peu confiance en elle du coup, hein, je trouve ça assez simple à voir. Et puis d'un seul coup ça bascule et elle a extrêmement confiance en elle, c'est une bête de sexe et elle peut le prendre là tout de suite. Enfin voilà, elle est assez instable Colline et j'ai pas trop aimé ça. Maintenant Adam c'est clairement l'homme parfait, l'homme qu'on rêverait toutes d'avoir, même s'il lui fait quelques vacheries, franchement c'est pas grand chose par rapport à ce qu'elle lui fait subir, elle l'a bien cherché franchement. Et ouais, le dites pas à Victor, hein, Victor tu es le meilleur, mais Adam il est top. Voilà, mais voilà, c'était vraiment sympa, j'ai passé un très bon moment. Évidemment il y avait des facilités scénaristiques, mais les gars on est dans une romance de Noël, on est là pour se détendre, on est là pour avoir des petites paillettes dans les yeux avec Noël en fond. C'était réussi, il y a même un marché de Noël et tout. Pour le coup parfois vous avez des romances de Noël qui ne sont pas du tout à Noël mais qui sont vendues en tant que romance de Noël. Moi ça m'énerve vraiment quand c'est en hiver mais c'est pas précisé. Là non, l'ambiance Noël vous l'avez, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup aimé les copines de Colline qui m'ont bien plus séduite qu'elle en fait. On en a une qui est aussi totalement instable mais aussi très attachante et l'autre qui a pas mal de secrets, de révélations à faire et que j'ai aussi trouvé très touchante. En bref, j'ai franchement bien aimé cette romance de Noël, je m'attendais pas à autant apprécier et autant tomber dedans en fait comme ça. Vraiment j'avais envie de savoir la suite malgré ses petits défauts. Franchement moi ça l'a carrément fait et ça m'a rappelé qu'en fait avant tout moi j'ai commencé comme une lectrice de romance. Moi quand j'étais ado, je le dis à chaque fois,
je ne lisais que de la romance, je ne lisais que ça, je me couchais à 4 h du matin pour finir ma romance. Donc voilà, je pense que si Hugo Roman avait existé à ce moment-là, franchement si Hugo Roman avait existé quand j'avais 13, 14, 15 ans, je leur aurais donné tout mon argent de poche. Vraiment, vraiment c'est sûr. Et je le vois à chaque fois que j'en lis un, je vois des clichés, je vois des défauts, je vois parfois des relations toxiques et je me dis ah ouais mais c'est exactement ce que t'aimais en fait à 14 ans. Et c'est horrible hein, parce que même les relations toxiques à ce moment-là je les voyais pas plus que ça. Et maintenant c'est vrai que je m'en rends compte et je peux y réfléchir. Là c'est pas le cas, même si Colline est assez insupportable et qu'elle mérite vraiment pas cet Adam. C'est pas à ce niveau-là, Adam est vraiment chouette. Donc voilà, un très bon moment passé avec celui-ci. Si vous ne l'avez pas encore lu, que vous souhaitez prolonger les fêtes, je vous incite à le découvrir et sinon n'hésitez pas à le découvrir en décembre en attendant le prochain Noël. Ensuite, grosse nouvelle les enfants, j'ai fini une saga. Alors bon, j'ai un petit peu triché parce que je l'ai non seulement commencé en janvier mais aussi fini en janvier. Je vais vous parler de Lune Ardente de Morgane Regraf aux éditions Plume Blanche. Celui-ci je l'ai eu dans le pack 2021 parce qu'il est sorti là en janvier, c'était la sortie de janvier. Celui-ci je l'avais déjà depuis un moment. Dans cette histoire, mon dieu que c'était bien, je vous le dis tout de suite, c'était super bien. Ça n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a des choses quand même qui m'ont dérangé, mais c'était une très bonne lecture, vraiment. Donc dans cette histoire je vais vous montrer le premier tome parce que le deuxième est aussi magnifique hein. On a des lions, des loups, c'est superbe, mais ça sert à rien que je vous parle du deuxième tome, franchement aucun intérêt. Dans cette histoire on va se trouver dans un univers bien particulier, mais on va être clairement dans une partie de l'univers qui est chaude, qui va être luxuriante par endroits mais aride avec un énorme désert, le soleil règne en maître et d'ailleurs vous avez le peuple des sangs de soleil qui adule cet astre et au milieu vous avez une vallée assez, comment ils appellent ça, le Val d'Argent, c'est un petit peu, c'est entre les deux, enfin ça suit un petit peu et de l'autre côté vous avez Tsugan, vous avez Ulan et Tsagaan, je crois. Ouais c'est ça. Tsagaan ça va être l'inverse, ils adulent la nuit, la lune, surtout leur mère lune et on va être dans le froid, dans la glace, dans la nuit, dans vraiment le sombre, bref vous voyez c'est vraiment deux univers aux antipodes l'un de l'autre. Donc en Tsagaan, donc là où il fait froid, on a les sombres lunes qui adulent la lune et en Ulan là où il fait super chaud, on a les sangs de soleil qui adulent le soleil. Forcément les deux peuples ne peuvent pas cohabiter parce que sinon ça serait trop simple, donc on arrive en plein milieu d'une guerre dans le Val d'Argent. Le Val d'Argent c'est le truc au milieu. Voilà. On a globalement les sombres lunes qui sont vraiment en infériorité, ils vont perdre la guerre. Et Siobhan Calypsa, on va suivre cette personne. Donc c'est une princesse, c'est la princesse des sombres lunes. Elle va décider de sacrifier sa vie pour sauver son peuple, c'est-à-dire qu'elle va s'offrir en mariage pour faire une sorte d'alliance entre les deux et pour faire une armistice en fait. Elle veut arrêter la guerre, ça sert à rien, son peuple va être décimé sinon. Et le fait de priver les sombres lunes de leur unique héritière, ça va beaucoup plaire au roi d'en face, au roi du soleil, et il va accepter. Alors il n'a pas forcément de très bons objectifs hein, évidemment. Clairement, si vous avez un truc à retenir, c'est les sombres lunes, on les aime bien. Les sangs de soleil, c'est des sacrés connards. Globalement, c'est ça. Franchement, c'est extrêmement noir ou blanc. Mais on a quand même un personnage au milieu dont je ne parlerai pas, qui est à la fois... Enfin, qui permet de mettre un petit peu de gris dans tout ça parce que vraiment tous ceux du soleil vous ne pouvez pas les sentir, c'est vraiment les pires du monde et ceux de la lune, il y en a aucun qui est mauvais en fait, ils sont tous gentils, ils sont tous mignons, ils sont tous sans défense. Ça c'est un petit peu ce que je reproche à cet univers, c'est que on n'a pas assez enfin j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de personnes parmi les sangs de soleil qui soient vraiment gentils, enfin vraiment une personne fondamentalement gentille, ça serait cool parce que là tous les personnages qu'on a, soit ils nous poignardent dans le dos, enfin soit ils poignardent Siobhan Calypsa dans le dos, soit ils lui mentent, soit ils font un truc horrible la concernant, soit ils lui crachaient dessus dès le début, enfin voilà, il y en a aucun qui est fondamentalement méchant je crois, peut-être que je dis une bêtise mais même ces femmes de chambre au début franchement elles lui crachent dessus quoi, donc non. Et moi ce que j'ai bien aimé vraiment dans ces deux univers et dans ce premier tome, c'est qu'on montrait un petit peu du doigt justement cette dynastie du soleil, cet univers qui se veut moderne et qui traite les sombres lunes comme des sauvages parce que vous comprenez, ils mangent de la viande crue, ils vivent que la nuit, ils sont avec les loups. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, l'univers est aussi différent,
C'est-à-dire que en Tsagaan, donc là où il fait froid, il fait nuit. En fait, les personnages sacrés, non, les créatures sacrées sont de grands loups, des Delvani, c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, on dit que la lune, on dit qu'un loup, une fois, a hurlé à la lune pendant tellement longtemps son amour que la lune est descendue sur terre, s'est accouplée avec lui et ça a donné les Delvani. Je trouve ça superbe, je vous spoil rien, c'est vraiment le prologue, ce sont les 3 premières pages, donc voilà. Et les Sangs de Soleil, eux, vont vénérer les lions. C'est pour ça qu'on a des lions et des loups, voilà, vous comprenez maintenant. Et moi j'ai bien aimé parce que justement on a 2 créatures fortes, grandes, enfin géantes, parce qu'ils montent dessus comme un cheval, hein, et puis c'est plus grand qu'un cheval, hein, donc voilà, j'ai trouvé ça super chouette d'inventer ces créatures là. Et c'est ça que je voulais dire, on a vraiment une grande différence entre les 2 univers, ça c'est chouette, mais il y a vraiment très peu de gris. Alors ça se rajoute pas mal dans le 2e tome, mais c'est chouette, ça aussi c'est vraiment bien qu'on ait ajouté un petit peu plus de gris entre les deux univers trop différents, on va dire. Parce que dans le premier c'est il y a les gentils, il y a les méchants, il y a le froid, il y a le soleil, enfin le chaud, et puis il y a les loups, il y a les lions. Ils ont rien à voir, donc forcément ils se font la guerre, quoi, c'est plutôt évident. Alors après par contre, Sombre Lune, au début on a l'impression qu'ils sont tous gentils, mais il y en a, on découvre au fur et à mesure que c'était quand même des sacrées ordures. Je crois qu'il y en a qu'un seul de personnage comme ça, pareil ça manque un petit peu, mais je les ai trouvés globalement faibles, sans défense, c'est mignon, faut toujours protéger le peuple, enfin voilà, alors que les Sangs de Soleil eux ils sont assez forts et tout. Ce que j'ai surtout aimé, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et je me suis interrompue pour dire ça, mais j'ai trouvé ça bien qu'on oppose justement l'univers du soleil qui est censé être moderne, civilisé, machin, et qui critique les sombres lunes qu'ils voient comme des sauvages avec leurs loups la nuit qui mangent de la chair crue et tout. Moi j'ai bien aimé le fait que l'auteur montre qu'en fait les plus sauvages c'était ceux qui se croyaient modernes. J'ai trouvé ça génial et ça passe au travers de religions, au travers de traditions ancestrales auxquelles il ne faut surtout pas toucher, attention, mais c'est horrible, c'est vraiment de la sauvagerie pure. Alors pour ceux qui sont friands de trigger warning, attention, on est dans de la violence, on a des viols, on a un brin d'inceste, pas grand chose mais un petit peu. Voilà, il y a pas mal de choses là-dedans. Le viol n'est pas gratuit. C'est pour ça que ça m'a pas trop dérangé, le premier en tout cas. Le 2e j'ai trouvé qu'il avait aucun intérêt et vraiment ça m'a dérangé de le lire. Le premier viol ne m'a pas plus... Alors il était horrible, il était affreux, mais il ne m'a pas révolté. Alors il m'a révolté pour le personnage principal bien sûr, mais pas envers le scénario. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on peut raconter un viol si on arrive à prendre en compte le traumatisme de sa victime, c'est à dire que là-dedans on va avoir au départ une Siobhan Calypsa qui est une guerrière, elle s'offre en sacrifice, elle y va, elle en veut, c'est une guerrière en fait, enfin voilà, c'est vraiment une badass et elle se fait briser en fait durant ce tome là et on la voit traumatisée avec des reviviscences anxieuses, avec des flashbacks, avec des choses, enfin des flashbacks, j'ai imaginé ça par rapport aux reviviscences, mais voilà, j'ai trouvé ça super bien parce qu'en effet on vous met un viol mais on vous montre qu'il est loin d'être sous-estimé, non seulement par l'auteur mais aussi par Siobhan Calypsa et par tout le monde. On revient tout le temps sur ce viol en mode voilà, ce qu'il a fait c'était sauvage, c'était horrible, elle est brisée, et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien parce que ça fait avancer l'histoire, ça a une utilité dans l'histoire et dans l'évolution du personnage. Par contre le 2e viol j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout, je l'ai trouvé gratuit, il servait à rien selon moi. Mais voilà, et du coup oui, le premier a vraiment son importance et j'ai beaucoup aimé le développement du personnage autour de ça. L'évolution autour de ça m'a beaucoup plu, donc voilà, c'est pour ça que ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Maintenant globalement je crois que j'ai vu venir la plupart des choses, c'était assez prévisible au niveau du dénouement. J'ai eu quelques surprises quand même, mais il y a des choses, enfin vraiment les grosses ficelles je les avais vues. Moi j'aime bien être surprise, hein, vous le savez. Après ça m'a pas trop gênée dans ma lecture parce qu'il y a quand même des petites surprises, mais forcément les grosses ficelles je les avais vues venir. C'était quand même une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé la mythologie. Par contre là vous voyez par rapport à l'auto-édité dont je parlais tout à l'heure, j'ai trouvé des fautes. Alors il y a des petites fautes de frappe par-ci par-là, il y a 2-3 fautes d'orthographe
d'orthographe, c'est pas grand chose hein. Franchement sur les 2 tomes j'ai dû trouver moins de 10 fautes je pense, mais parfois c'est assez grossier et du coup je me dis mais comment on peut passer à côté, mais j'imagine qu'à force de lire et relire encore les lignes on passe à côté, mais voilà j'en ai trouvé quelques-unes et je m'en souviens, je me suis même dit tiens pourtant c'est une édition quoi, c'est une maison d'édition, c'est bizarre. Bon je me suis interrogée sur ça, après ça ne m'a pas gênée dans ma lecture, mais voilà je m'étais interrogée donc je vous le dis. Maintenant au niveau du dénouement, je vous ai dit il y a quelques surprises, la fin du tome 2, alors je m'y attendais hein, je le voyais venir mais je voulais pas. Je ne voulais pas et elle m'a brisé le cœur, vraiment ça m'a brisé le cœur. J'étais au bout de ma vie, j'étais en train de lire avec Victor dans le lit, en plus pour une fois qu'il lit avec moi et j'étais là j'arrêtais pas d'essuyer les larmes. La fin est grandiose, la fin est magnifique, l'histoire globalement m'a énormément plu, vraiment c'était une très belle histoire de fantasy, c'était un très bon univers, même si voilà je vous ai dit ça manquait un peu de demi-mesure et tout, franchement je pinaille, j'ai trouvé ce roman excellent, j'ai trouvé cette histoire vraiment géniale, j'ai adoré les personnages principaux. Siobhan Calypsa je l'aime beaucoup, alors dans le premier tome pour moi j'attendais qu'elle redevienne guerrière et c'est arrivé vraiment en fin de tome, et dans le deuxième tome ça y est, elle est là, elle est présente, elle y va, voilà, c'était vraiment la Siobhan que je voulais revoir. Après forcément on a les 2 jumeaux, oui parce que dans la Nation du Soleil vous avez le premier fils héritier qui est Logan, le deuxième fils qui s'appelle Caleb, spéciale mention pour Caleb que j'aime beaucoup parce que au début franchement il lui lance des vannes et tout, il est trop à fond, on est clairement dans du haters to lovers aussi. Logan est agaçant mais depuis le début donc c'était pas trop étonnant, mais par contre voilà la fin du tome 2, prévoyez les mouchoirs les enfants. Je disais sur Instagram cette semaine, j'interrogeais un petit peu sur vos préférences concernant les fins et je disais est-ce que vous voulez une fin réaliste et qui peut être dramatique, voilà sans trop l'être parfois parce que parfois c'est compliqué, est-ce que vous voulez une fin qui vous surprenne ou est-ce que vous voulez une fin en mode happy ending à tout prix et on s'en fiche du reste quoi, et de la cohérence. Moi je vous avoue que j'ai vraiment une préférence pour les fins cohérentes, même si elles doivent être dramatiques, même s'il y a quelque chose qui me plaît pas dedans, je me dis mais oui c'est la fin parfaite de ce roman, c'est comme ça que ça devait se finir. Même si j'espérais toujours mieux, même si j'espérais un happy ending, bah je suis satisfaite par cette fin. Et là on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle est réaliste, elle est cohérente et elle est en même temps globalement bonne, mais ça m'a tellement touchée, oh mon dieu, je vous dis j'ai pleuré à la fin, c'était très poétique. Et enfin vraiment le gros plus de cette saga c'est la mythologie. La mythologie est extrêmement poussée, je vous en ai donné un petit bout avec le loup et la lune, mais ça prend tout son sens en fait dans le second tome. Vraiment le côté mythologique m'a beaucoup plu, l'histoire m'a bien plu. Il y a peut-être un seul truc que je dirais, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé pour... En fait il y a 3 dieux globalement qui sont exposés dans ces romans et le 3e je sais pas trop ce qui se passe pour lui, ou alors j'ai loupé la phrase où c'était dit, mais je suis en mode mais on n'a pas trop parlé en fait de ça. Bon c'est tout, j'ai peut-être loupé la phrase où j'étais un peu moins attentive sur la fin parce que j'étais fatiguée, je sais pas, mais voilà, en tout cas une très belle mythologie, une très belle histoire, de beaux personnages haut en couleur, ça m'a franchement assez plu pour enchaîner les 2, chose que je ne fais jamais, je n'enchaîne jamais 2 tomes de saga, mais là en fait je me suis dit Manon écoute, à chaque fois tu attends, par exemple les Faucons de Rêvera, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, là le tome 3 est sorti, j'ai pas lu le tome 2 en fait, donc vous voyez j'attends, j'achète le livre le jour de sa sortie, j'achète le tome 2 tout de suite, et il attend 2 ans dans ma pile à lire et j'ai toujours pas lu en fait. Donc je me suis dit allez vas-y tu continues avec le tome 2. Alors du coup j'ai eu un petit peu de mal je vous avoue à avancer dans le tome 2, j'ai lu très lentement, en plus j'avais très peu de temps pour lire, donc ça m'a paru plus long que le tome 1 alors qu'il est vraiment plus petit, vous voyez, il fait 300 pages et le tome 1 400, mais le tome 2 en fait j'ai mis 2 fois plus de temps que le tome 1 pour le lire, donc il n'y a pas de longueur, ça je peux pas vous dire ça, c'est juste que moi ça m'a paru long parce que j'ai mis 2 fois plus de temps pour le lire alors qu'il y a 100 pages de moins. Donc voilà pour cette saga, franchement si ça vous intéresse foncez, c'était vraiment chouette et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Et enfin un dernier petit mot sur la BD que j'ai lu ce week-end, il s'agit de Lolicorne, le tome 1, La Grise Mine de Ced, Walsh et Gorobei aux éditions Dupuis. Alors je vous montre un petit peu les graphismes, hop. On est dans ce genre de graphisme très coloré, très pétillant, très mignon. On va se trouver dans un monde, là encore, séparé. Hein. On a une vraie dichotomie entre les moches et les beaux.
Voilà, et tout va être chamboulé par l'arrivée de cette petite fille avec une corne qui s'appelle Pénélope, donc appelée Penny, et il va y avoir une grosse maladie qui va se déclarer dans leur ville et ils vont tout faire pour l'éradiquer. Bref, on est un petit peu dans l'épidémie actuelle, mais pas tant que ça, hein. Vraiment heureusement qu'on n'a pas ces symptômes là. Mais voilà, on a les moches en fait qui se tapent tout le sale boulot pour que les beaux puissent se la couler douce, puissent utiliser les postes à responsabilité. Et voilà, j'ai bien aimé la petite morale de cette histoire, vous vous en doutez. On est sur en plus des moches qui finissent par devoir faire leur travail parce que oui, la maladie ne touche que les beaux évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc les moches vont être les grands sauveurs de l'histoire et ça va bien les mettre en valeur. Après je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin, aller un peu plus en profondeur dans cette histoire, vraiment dans la morale en question, dans le message qu'on voulait faire passer, plutôt c'est ça que je voulais dire, dans le message qu'on avait à faire passer. Il y a une double lecture qui est pas si profonde que ça. Moi je pense qu'en effet les enfants vont comprendre à peu près la même chose que les adultes et je pense qu'on aurait pu améliorer ce côté double lecture. Voilà, mais sinon j'ai bien aimé, c'était très coloré, c'était très chouette et je continuerai cette saga avec plaisir parce que vraiment j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé après. Et puis c'était un agréable moment de lecture, vraiment c'était comme un petit bonbon. Vous avez plein, en plus à la fin vous avez un genre de petite bestiaire là avec toutes les bestioles du roman qui sont expliquées. Bon voilà, c'est très chouette, c'est trop mignon. C'est assez fluffy en plus, j'ai beaucoup aimé les graphismes, donc voilà une bonne petite lecture graphique de ce week-end. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, ça faisait plus d'un mois. Ça faisait quasiment 2 mois que j'avais pas fait d'update lecture et comme vous voyez j'ai pas lu grand chose parce qu'avec les fêtes de Noël et tout franchement j'ai pas eu le temps, mais je suis plutôt contente, j'ai fini une saga en 2021 déjà alors qu'on est qu'en janvier, franchement je suis assez fière. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo parce que parfois c'est vrai que j'ai l'impression que les updates lecture sont un peu moins vues. Est-ce que vous préférez voir tous les livres que j'achète? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés, à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement ça n'est toujours pas fait, un partage en story ça serait super chouette parce qu'au moins je vois dans quelles conditions vous me regardez. En fait franchement ça me fait délirer quand je vous vois en train de repasser, en train de faire à manger et tout et je vois ma tête en gros plan sur la télé à chaque fois, ça me fait vraiment sourire. Merci à tous pour votre soutien et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.